Le Burkina Faso pourrait envisager de quitter l'Union africaine et les Nations unies. Selon le Premier ministre Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela, cette option serait étudiée si ces organisations ne changent pas leur attitude néocolonialiste. La détermination du Burkina Faso à affirmer sa souveraineté est sans limite. Pour le gouvernement militaire au pouvoir à Ouagadougou, quitter l'Union africaine et même les Nations unies reste une possibilité si ces institutions continuent d'adopter des attitudes néocolonialistes. Nous observons l'Union africaine. Si elle agit comme la CEDEAO, nous la quitterons. Et même l'ONU n'est pas exclue, a déclaré le Premier ministre. Cette déclaration sonne comme un avertissement aux organisations régionales ou internationales dont le pays est encore membre. Cette menace de retrait a été émise après les déclarations d'un commissaire de l'Union africaine lors du dernier sommet de la CEDEAO à Abuja. L'émissaire avait jugé inacceptable le retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel, ce qui a provoqué la colère de Bamako, Ouagadougou et Niamey, exprimée dans un communiqué commun. Toujours concernant le Faso, le pays a adopté en Conseil des ministres un projet de loi qui prévoit notamment d'interdire l'homosexualité selon un compte rendu officiel consulté jeudi par l'AFP. Le Conseil a adopté un décret pour un nouveau code des personnes et de la famille, CPF, qui consacre l'interdiction de l'homosexualité dans le pays, précise la présidence dans un communiqué. Dorénavant, l'homosexualité et les pratiques assimilées sont interdites et punies par la loi, a souligné le ministre de la Justice, Edaso Rodrigue Bayala. Les peines encourues n'ont pas été précisées et le texte doit encore être adopté par les députés de l'Assemblée législative de transition, ALT. Jusqu'à présent, aucune loi ne pénalisait l'homosexualité au Burkina Faso. En août, le Conseil supérieur de la communication, l'organe régulant les médias, avait décidé d'interdire de diffusion les chaînes de télévision faisant la promotion de l'homosexualité. Il est bon de rappeler que sur le continent africain, l'homosexualité est criminalisée dans une trentaine de pays et certains ont récemment durci leurs lois, comme le Ghana ou encore l'Ouganda. Le nouveau CPF burkinabé prévoit par ailleurs une série de mesures concernant l'acquisition et la déchéance de nationalité. Est ainsi ajouté une révision permettant d'intégrer le fait de se comporter et d'agir contre les intérêts du Burkina Faso comme cause de déchéance de la nationalité burkinabé. Le nouveau texte prévoit également un délai minimum de 5 ans pour l'acquisition de la nationalité pour les étrangers qui contractent des mariages avec les Burkinabés. Le capitaine Ibrahim Traoré, au pouvoir au Burkina Faso depuis un coup d'État en septembre 2022, a fait de la souveraineté de son pays la ligne directrice de sa gouvernance. La Russie a exprimé son soutien à la création de la Confédération des États du Sahel, formée le 6 juillet par les dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré à la télévision publique nigérienne: Nous avons appris la formation de cette association des États du Sahel. Niamey a accueilli un premier sommet avec le président du Burkina Faso Ibrahim Traoré, le président du Niger Abdourahmane Tchani et le président du Mali Assimi Goïta. Elle a ajouté: Nous sommes ravis de voir que ces pays cherchent à unir leurs forces pour assurer leur sécurité et leur prospérité économique. Nous saluons cette initiative qui reflète les aspirations des peuples de ces trois nations et aura un impact positif sur la sécurité régionale. La diplomatie russe a également affirmé: La Russie confirme son intention de soutenir cette alliance des États du Sahel, notamment en matière de sécurité, de formation du personnel militaire et des forces de police, ainsi que par le développement de la coopération économique. Le 6 juillet, les présidents du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont réunis à Niamey pour le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel. À la fin de ce sommet, ils ont décidé de créer la Confédération des États du Sahel pour coordonner leurs actions dans les domaines de la sécurité, de la représentation internationale et du développement économique. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby a annulé sa visite prévue à Paris le 15 juillet où il devait rencontrer le président français Emmanuel Macron. Cette décision fait suite à l'ouverture d'une enquête en France pour détournement de fonds publics et recel visant le chef de l'État tchadien. Selon Africa Intelligence, l'enquête pour détournement de fonds publics et recel sera la raison principale du report indéfini de cette visite officielle. L'enquête, menée par le parquet national financier, PNF, depuis janvier 2024, après des révélations de Mediapart, concerne l'achat de costumes à Paris pour un montant de 900 000 € par la présidence tchadienne via la société MHK Full Business. Mahamat Idriss Déby a nié toute implication dans cette affaire. Informé de l'enquête début juillet, il a décidé de reporter sa visite officielle à Paris. La rencontre entre Déby et Macron devait aborder des sujets importants, notamment l'avenir de la présence militaire française au Tchad, où environ 1 millier de soldats français sont actuellement stationnés. Cette présence militaire est un élément clé de la coopération entre les deux pays, particulièrement dans la lutte entre guillemets contre le terrorisme dans la région du Sahel.
Cette annulation pourrait avoir des conséquences sur les relations diplomatiques et militaires entre le Tchad et la France. Les prochains développements de l'enquête et les réactions des deux gouvernements seront cruciaux pour l'évolution de cette situation complexe. Pékin réagit vivement aux accusations de l'OTAN au sommet de Washington. La Chine a fermement critiqué la déclaration commune publiée par les pays de l'OTAN lors du sommet à Washington, les accusant de tenir une rhétorique belliqueuse et d'adopter une mentalité de guerre froide. Ces pays ont reproché à Pékin de jouer un rôle clé dans le conflit ukrainien, de mener des activités hybrides malveillantes et de tenter de déstabiliser l'ordre international aux côtés de la Russie. Lors d'une conférence de presse le 12 juillet, Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a condamné les déclarations du secrétaire général de l'OTAN, les qualifiant d'extrêmement irresponsables et provocatrices. Pékin a exprimé son vif mécontentement, jugeant que cette déclaration reflétait une mentalité de guerre froide et une rhétorique belliqueuse. Le communiqué chinois appelait l'OTAN à cesser de provoquer des confrontations et à contribuer davantage à la paix et à la stabilité mondiale. Lin Jian a également déclaré que l'OTAN exagérait les tensions dans la région Asie-Pacifique et recourait à des préjugés et des accusations provocatrices contre la Chine. Il a ajouté que l'Alliance Atlantique avait besoin d'ennemis imaginaires pour justifier son existence et étendre son pouvoir, accusant l'OTAN de menacer la sécurité mondiale au lieu de la protéger. Le 10 juillet, l'OTAN avait publié une déclaration commune de ses dirigeants accusant la Chine de mener des politiques contraires à leurs intérêts, à leur sécurité et à leurs valeurs. Bien que citée moins souvent que la Russie, la Chine occupe une place importante dans ce document, étant accusée de poser des défis systémiques à la sécurité euro-atlantique et de mener des activités cyber et hybrides malveillantes. Les dirigeants de l'OTAN ont également accusé la Chine de soutenir la guerre de la Russie contre l'Ukraine par un partenariat sans limite et un soutien à la base industrielle de défense russe, ce qui augmenterait la menace pour la sécurité euro-atlantique. Pékin a toujours nié ces accusations. Les pays membres de l'OTAN ont exprimé leur profonde préoccupation face au rapprochement entre la Chine et la Russie et leur tentative de déstabiliser l'ordre international fondé sur des règles. Ils se sont également inquiétés des capacités et activités spatiales de la Chine. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a salué cette déclaration, la qualifiant de plus ferme jamais adoptée par l'Alliance à l'égard de la Chine. Le résultat de l'élection présidentielle états-unienne n'aura aucun effet sur la nature violente et oppressive de la machine de guerre impériale à l'étranger. Il serait plus pertinent de s'opposer à l'Empire lui-même. Les libéraux affirment souvent que ne pas se soucier de qui gagne l'élection américaine est un signe de privilège. En réalité, c'est se préoccuper de cette question qui est un privilège. Croyez-vous que les habitants de Gaza se soucient de savoir si c'est Biden ou Trump qui les bombarde? Pensez-vous que l'Empire américain sera moins destructeur et tyrannique sous un président démocrate ou républicain? Ce pays est dirigé par une poignée de milliardaires et d'agences gouvernementales. Le vote n'est pas vraiment significatif et même s'il l'était, il est sujet à manipulation. Ce n'est pas réellement authentique. C'est vraiment épuisant de vivre au cœur de l'Empire et de consacrer la majeure partie de son énergie politique à une élection présidentielle dont le résultat n'affectera en rien la nature meurtrière et tyrannique de la machine de guerre impériale à l'étranger. Se focaliser sur la contestation de l'Empire lui-même serait bien plus sensé. La politique étrangère, entre guillemets, est souvent considérée comme une question parmi d'autres dans la politique impériale. Mais en réalité, elle englobe presque toutes les questions. La grande majorité des exactions de l'Empire se produisent en dehors des frontières des États-Unis et de leurs alliés blancs. Israël a approuvé la plus grande saisie de terre en Cisjordanie, occupée depuis plus de 30 ans selon le groupe d'activistes Peace Now. Daniela Weiss, une dirigeante du mouvement de colonisation israélien, a expliqué de manière très directe lors d'une interview au New Yorker en novembre dernier leur intention d'étendre les colonies en Cisjordanie. En Israël, le soutien aux colonies est très fort, ce qui explique la présence continue de gouvernements de droite depuis longtemps. Le monde, en particulier les États-Unis, pense que la création d'un État palestinien est possible. Cependant, en continuant à établir des colonies, nous empêchons cette création. Nous voulons en finir avec la question de l'État palestinien, tandis que le monde cherche à maintenir cette option. C'est quand même simple à comprendre. Ce paragraphe seul en dit plus sur la réalité actuelle en Israël et en Palestine qu'une année de visionnage de CNN. C'est horrible et choquant d'entendre cela si franchement, mais c'est la vérité. La solution à deux États dont parlent souvent les libéraux occidentaux est une pure illusion. Une telle solution n'est pas viable tant que l'entité connue sous le nom d'Israël continue d'exister telle qu'elle est. Sans une refonte totale de ce qu'est et a toujours été l'entité sioniste, dire que l'on soutient un État palestinien n'est pas plus une solution que de dire que les Palestiniens peuvent pousser des ailes et s'envoler vers Narnia ou tout autre monde imaginaire.
Aujourd'hui, les principaux arguments en faveur des démocrates consistent à clamer que la tyrannie écologique, belliciste et capitaliste du libéralisme dominant est significativement différente de celle du trumpisme. Être un démocrate en 2024, c'est passer la moitié de son temps à prier pour que novembre arrive avant qu'Israël ne déclenche une guerre totale avec le Liban et l'autre moitié à prier pour que novembre arrive avant que le cerveau du président ne se mette à fuir visiblement par les oreilles. L'argument politique principal des soi-disant modérés est que nous pouvons résoudre nos problèmes en collaborant avec les multinationales, les banques et les intérêts impérialistes qui sont à l'origine de tous nos problèmes. Considérez l'attitude frénétique et obsessionnelle des politiciens experts et célébrités occidentaux qui se concentrent sur les accusations de viol du 7 octobre tout en montrant un manque total d'intérêt pour les nombreux témoignages de vol utilisés comme instrument de torture par Israël. Pourquoi cette disparité? Est-ce simplement un biais politique ou quelque chose de plus profond? Les défenseurs d'Israël se concentrent-ils avec une telle intensité sur ces accusations de viol parce qu'elles résonnent avec des peurs racistes et xénophobes historiques dans les sociétés blanches où il y a une anxiété irrationnelle selon laquelle des hommes à la peau foncée viendraient violer des femmes blanches? Ces accusations font écho à des notions profondément racistes et xénophobes où les étrangers à la peau foncée seraient perçus comme une menace pour leurs femmes. L'hystérie bruyante et choquante des défenseurs d'Israël concernant ces accusations de viol, tout en ignorant celles bien plus vérifiées commises par Israël, montre qu'il ne s'agit pas simplement de favoriser un récit sur un autre. Cela révèle quelque chose de profondément malsain sous la surface de leur société, dont la diffusion et l'exploitation par les soutiens d'Israël mettent en lumière une dépravation inquiétante.